Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le débat sur les 35 heures rebondit en Moselle. L'usine Smart consulte ses salariés par référendum sur un retour aux 39 heures. Est-ce une tendance? Où en est la durée du travail effectif en France? Jean-Paul Chapelle nous répondra. Un premier bilan de l'encadrement des loyers à Paris. La baisse des prix serait bel et bien enclenchée sans contraction de l'offre de logement. Une rentrée scolaire sans incident. Quel sera le contenu des cours de morale et de civisme qui démarrent cette année? Élément de réponse dans un instant. Une nouvelle donne pour le permis de conduire. Des cours 2 à 3 fois moins chers, des particuliers qui deviennent moniteurs. Là aussi, la révolution numérique est en train de tout changer. Dans ce journal également, la vérité sur le dérèglement climatique. Est-il avéré? Le réchauffement est-il sans précédent? Comment agit l'effet de serre? Pour tous ceux qui ont manqué le début, Nicolas Châteauneuf avec notre studio virtuel. Enfin, le dossier de cette édition, les faux semblants des restaurants typiques. Napa Caro est tablier, mais le confit de canard ou les quenelles sont-ils vraiment faits maison? Comment faire la différence? Rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue à tous, c'est un référendum qui sera très observé. Une fois encore, il est question des 35 heures. Les 800 salariés de l'usine Smart de Moselle vont donc dire oui ou non au retour aux 39 heures en échange d'une hausse de salaire et du maintien de l'emploi. 3 syndicats sur 4 ont déjà répondu oui. Laurent Desbonnets avec Isabelle Béchler et Arnaud Jacques sur place. Pour ou contre un retour aux 39 heures pour améliorer la compétitivité? Les 800 salariés de cette usine vont devoir voter. Voici ce que propose la direction. Un temps de travail de 39 heures par semaine au lieu de 35 heures pendant 3 ans. En échange pour tous, une augmentation de 120 € bruts par mois. Plus une prime exceptionnelle de 1 000 €. Plus 50 embauches en CDI. Les salariés rencontrés cet après-midi sont plutôt contre. Bah non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'ils payent correctement. C'est pour des gains de productivité. S'il faut les faire, on les fera, mais il faut qu'on nous paye à la juste valeur. Beaucoup ont fait le calcul. Avec l'augmentation de salaire proposée, les heures supplémentaires ne seraient payées que 7 € de l'heure. Mais d'autres salariés jugent la mesure nécessaire pour garantir l'avenir du site. Si on veut garder notre emploi, il faut faire les 39 heures. Sinon, on va voir ailleurs. Le maintien de l'emploi grâce à la compétitivité, c'est la promesse de la direction. L'objectif est vraiment d'augmenter et d'améliorer la compétitivité par rapport à un marché qui est extrêmement compétitif, surtout le nôtre, le marché des petites voitures. On n'est pas du tout dans une optique de fermeture de site, mais vraiment de dire comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux pour garantir justement l'emploi sur le site. Le vote des salariés doit avoir lieu dans 10 jours. Et on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, y a-t-il d'autres exemples, d'autres entreprises qui ont passé des accords comme celui-là? Oui, David. Le cas de Smart n'est pas isolé, mais quand même assez rare. Sabena Technique, spécialisée dans la maintenance aéronautique, a conclu un accord similaire, une semaine de 39 heures, avec des heures supplémentaires non pas majorées à 25%, mais à seulement 10%. Idem chez Store Solutions, une PME informatique. D'autres entreprises ont augmenté la durée moyenne de travail à 39 heures en renonçant aux RTT, les RTT qui avaient été accordés au moment du passage aux 35 heures. Ce sont les accords de maintien de l'emploi chez les équipementiers automobiles, par exemple MAL, Baer. Les salariés ont renoncé à 5 jours, accord similaire chez Bosch et Faurecia. Mais globalement, quelle est de fait aujourd'hui la durée effective, non pas légale, mais effective du travail en France? Alors, si on prend les salariés à plein temps, la durée effective, c'est 39 heures, 39,2 précisément par semaine. C'est une moyenne sur l'année qui tient compte des heures supplémentaires. Est-ce qu'on travaille finalement plus ou moins que nos voisins européens? Moins. La France est le pays où on travaille le moins, à l'exception de la Finlande. Sur une année, 1661 heures. C'est moins qu'en Italie, qu'en Espagne, c'est moins qu'en Allemagne, 1847 heures, qu'au Royaume-Uni et qu'en Pologne, 1943 heures. Merci Jean-Paul. Un premier bilan, je vous le disais, de l'encadrement des loyers. La mesure avait fait grand bruit, elle est appliquée à Paris. Beaucoup de professionnels du secteur avaient exprimé des doutes. Eh bien, il semble que la baisse des prix soit enclenchée sans effet dissuasif sur les propriétaires. Élise Stern et Elodie Delevoye avec Romain Messi. Avec l'encadrement des loyers, Paris coûte de moins en moins cher. Sylvain Noalet est agent immobilier dans la capitale et depuis le 1er août, il voit déjà les prix baisser.
J'ai un studio qui était loué, qui fait 12 mètres carrés à peine, qui était loué 550 € avant la loi Allure. Et on va devoir le porter à 376 €, charges comprises, avec le nouveau dispositif. Soit 180 € de moins pour le locataire. Et une étude d'autres agents immobiliers le confirme. Avant le 1er août, les loyers étaient trop chers dans 46% des annonces. Aujourd'hui, cela ne concernerait plus que 29% des offres. Car le propriétaire doit désormais respecter un loyer de référence dans la capitale. Un loyer fixé selon plusieurs critères, le quartier, le nombre de pièces de l'appartement et l'année de construction de l'immeuble. Le propriétaire ne peut pas majorer le loyer de plus de 20%. Au-delà, l'appartement doit avoir une caractéristique exceptionnelle, comme un balcon, une belle vue ou des travaux récents. Les dérogations sont nombreuses, alors beaucoup de propriétaires s'engouffrent dans la brèche. Exemple dans cet appartement. Bon, donc je répète les critères de l'appartement. 14 mètres carrés 50 pour 700 € charges comprises. 700 €, 100 € de plus que le loyer maximum prévu par la loi. Selon Sylvain Noualet, le propriétaire a droit à une dérogation. Le logement a été entièrement refait à neuf, du sol au plafond, électricité, acoustique donc avec la fenêtre en double vitrage PVC. Après la signature du bail, le locataire a 3 mois pour poser un recours s'il juge que son loyer est trop élevé. L'économie encore, c'est une information du journal Les Échos. Le nombre de stagiaires sera limité à 15% maximum dans les entreprises pour éviter les abus. Le décret sera publié ce mois-ci. Leur rémunération minimum est aussi revue à la hausse. Magali Boissin, Philippe Boisserie, David Fossard. Pour ce patron d'une société sur Internet, embaucher des stagiaires est une habitude. Il y a donc 16 salariés, voilà, et en plus 3 stagiaires. Voilà, qui sont donc Clara, qui est une stagiaire qui s'occupe plutôt de la partie française, Montana qui s'occupe de la partie anglaise et Carlos qui s'occupe de la partie espagnole. 3 stagiaires alors qu'ils étaient 6 au début de l'année. Car ce patron a dû s'adapter. La réglementation va bientôt changer. Pour les sociétés de moins de 30 salariés, ce devrait être 3 stagiaires maximum. Pour les plus grandes, 15% des effectifs. Mauvaise idée, selon ce dirigeant. Limiter le nombre de stagiaires peut être un frein pour nous, tout simplement parce que quand on recrute des stagiaires, on a vocation ensuite à les embaucher. Et donc, moins on en recrutera avant, moins on aura facilité à embaucher sur la suite. Aurélien Weiss vient d'ailleurs de signer son CDI après 6 mois de stage. Une expérience réussie, même si pour lui, les employeurs ne sont pas toujours corrects. Dans certaines entreprises, il y a beaucoup de stagiaires, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Mais après, dans d'autres entreprises, c'est vrai que les stagiaires font un vrai travail comme des employés, c'est très gratifiant pour eux. Donc, ce qui a été votre cas. Ce qui a été mon cas. Ces recours abusifs au stage dans certaines entreprises, nous les avions filmés lors d'un reportage dans une enseigne de mode à petit prix. Dans ce magasin, notre journaliste avait décroché un stage non rémunéré de 3 mois. C'est illégal. Pire, elle constatait très vite que la plupart des vendeuses étaient dans son cas. Stagiaire aussi ? D'accord. Ouais, je crois qu'on est 6 stagiaires aujourd'hui. On va être beaucoup plus après en fait. Ah ouais ? Il y a 4 personnes. Ah, 4 de plus ? Ah oui, en fait il y a plus de stagiaires que d'employés. Voilà. Le patron profitait d'ailleurs sans complexe de cette main-d'œuvre gratuite. Moi, j'ai 10 stagiaires quasiment ici, j'en ai 11 sur l'autre magasin que j'ai aussi. Et c'est vrai que ça a un bien-être, c'est que du bonheur d'avoir ces gens-là pour qu'on puisse travailler dans le meilleur des mondes. Depuis le début de la crise en 2008, le nombre de stages explose en France. Les entreprises emploient 1 600 000 stagiaires par an aujourd'hui. Des images impressionnantes des orages dans la région de Montauban. La nuit dernière, ils ont fait de gros dégâts avec des rafales à 150 km/h. La rentrée scolaire a même été reportée. On compte 2 morts au total dans l'Ouest. Clément Le Goff, Muriel Lassaga, Olivier Combe. 70 litres d'eau qui tombent au mètre carré. L'orage vient d'éclater à Poitiers. Près de Rouen, cette rue prend des allures de rivière. Et dans le sud-ouest, voilà à quoi ressemblait le ciel hier soir. Des éclairs par dizaines transpercent la nuit. La foudre s'est même abattue sur cette maison, faisant exploser ses bonbonnes de gaz. On aurait dit que c'était l'apocalypse, tout était noir, c'était... Moi non plus. Et alors un vent ? Dans le Tarn-et-Garonne,
Des rafales à près de 150 km/h. Au volant de sa voiture, une femme de 29 ans n'a pas survécu à la chute d'un arbre près de Montauban. Et dans la ville ce matin, les dégâts sont importants. Donc c'est l'arbre qui s'est déraciné. Hier j'étais automobiliste, ce matin je suis piéton. Ici, les écoles sont restées fermées toute la journée, la rentrée reportée. Et ce soir, 35 000 foyers restent sans électricité. La cloche a sonné, vous l'avez peut-être vécu avec vos enfants ou vos petits-enfants. La rentrée scolaire s'est donc déroulée sans anicroche. Quel sera le contenu de la principale nouveauté cette année? Les cours de morale et de civisme. On va y venir dans un instant. D'abord pour le plaisir et parce qu'il s'agit toujours d'un moment particulier, chose vue et entendue au seuil de la classe, y compris face à un président de la République, Jian Benzina, avec nos équipes. Les nouveaux élèves restent avec moi pour que je puisse leur montrer leurs enseignants. Tu vas lâcher maman après et tu vas rentrer dans la classe, d'accord? Beaucoup de travail dedans là. Ils sont dans mon sac, c'est trop lourd. Bonjour, moi c'est Caroline, la maîtresse. Et tu t'appelles? Asta. Bienvenue. Ça va, et qui se décolle un peu. Alors asseyez-vous les enfants. C'est un grand honneur parce que on est un tout petit village et un si petit village pour accueillir une si grande personne. Bravo à vous. François Hollande qui était à Pouilly-sur-Serre dans l'Aisne pour insister notamment sur l'importance de l'école maternelle. L'enseignement moral et civique fait donc son retour cette année. 1 heure en primaire, 2 heures dans le secondaire. Que vont apprendre les enfants? Julie Beckrich, Pascal Caron. Ils sont en CE1. Ils ont 7 ans. Et cette année, au programme chaque semaine, une nouvelle matière, l'EMC enseignement moral et civique. Au menu, les grands symboles de la République. Le drapeau, Marianne la Marseillaise et ses valeurs comme l'égalité ou la laïcité. Pour apprendre ces grands principes, des jeux de rôle, des conseils d'élèves, toute activité qui encourage la prise de parole. Plus tard au collège et au lycée, ces élèves apprennent le système électoral ou encore le fonctionnement de l'impôt et toujours des grandes notions comme le développement de la sensibilité et le sens de l'engagement. Ça se fait très concrètement avec des petites mises en situation autour de faits de la vie quotidienne pour que les uns et les autres apprennent finalement à reconnaître ce qui est bien et mal, juste et injuste et qu'on puisse en discuter et qu'on puisse s'écouter les uns les autres. Est-ce à l'école de transmettre ces valeurs et d'enseigner la morale? Les parents hésitent. Je pense que c'est aux parents d'inculquer ces valeurs-là aux enfants, ou en tout cas à la famille, enfin à l'entourage et pas forcément à l'école. Enfin, ça, c'est mon opinion. Parce que nous, on a une certaine culture, donc on leur apprend notre culture, on leur apprend notre savoir-vivre. Et ensuite, à l'école, ils apprennent d'autres. Et qui leur permet d'apprendre et de savoir qui ils sont après. Une inconnue pour l'instant, comment évaluer la morale? Le ministère doit préciser la question début octobre. Dernière nouveauté cette année, la charte de la laïcité, jusqu'ici affichée dans chaque école, devra désormais être signée par tous les parents. Une manière d'impliquer les familles. Les enseignants qui sont 855 000 à avoir repris les cours. Qui est professeur aujourd'hui? Homme ou femme? Âge? Salaire? La réalité derrière le chiffre avec Isabelle Saboureau et Hugo Plagnard et ses graphiques. 855 000 enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin. Qui sont-ils? La plupart travaillent dans le public, 86% contre 14% dans le privé. Des enseignants qui sont 2 fois sur 3 des enseignantes. 68% de femmes, 32% d'hommes. Face aux élèves, surtout des quadras. Les 40-50 ans représentent à eux seuls 38% des effectifs. En primaire, un professeur passe 27 heures par semaine devant ses élèves. Dans le secondaire, son collègue certifié en passe 18, sans compter le temps de correction des copies. Salaire moyen des enseignants, 2 475 € net mensuels, c'est un peu plus de 2 fois le SMIC. Cet écart, avec le SMIC, s'est réduit pour certains professeurs. Aujourd'hui, un enseignant certifié en fin de carrière gagne l'équivalent de 2,6 SMIC. Il y a 40 ans, ce même professeur gagnait un peu plus de 4 fois le salaire minimum.
Enfin, 28% des professeurs de plus de 35 ans ont un conjoint lui aussi salarié de l'éducation nationale. Enseigner, ce serait donc un peu une affaire de famille. À l'étranger, les suites de la brouille entre les deux Europes sur la question des migrants. Voyez d'abord ces images de la gare de Budapest, évacuée aujourd'hui par la police en raison de l'afflux de centaines de personnes, des milliers même. La plupart ont finalement pu embarquer vers l'Autriche ou l'Allemagne. Une phrase a aussi retenu l'attention. L'Europe commet un suicide en recevant un nombre illimité de migrants. Ce sera sans nous. C'est ce qu'indique l'ex-président tchèque Václav Klaus, qui partage donc les positions de la Hongrie ou encore de la Pologne ou de la Slovaquie. La Hongrie, justement, qui a achevé son mur de métal et de barbelés avec la Serbie, est-il vraiment de nature à changer la donne? Envoyés spéciaux sur place, Mathieu Boisseau, Yaël Gougeot. La patrouille de police vient de passer. Pour ces migrants, c'est maintenant. D'abord l'éclaireur aux aguets, puis les autres. Le sac de couchage sert d'appui pour ne pas se blesser sur les barbelés. En quelques secondes, ils sont 7 à franchir la frontière. Sur 175 km, la Hongrie veut un mur infranchissable. Nous constatons que l'objectif est loin d'être atteint. Un peu partout dans la ville de Roșke, les barbelés ont plié sous le poids des hommes et des dizaines de sacs de couchage ont servi à enjamber la barrière, autant de signes du passage des migrants. Et puis à quelques mètres du mur, regardez ce qu'on vient de trouver. Il s'agit de vêtements, d'effets personnels. Il y a même un livre d'apprentissage de l'anglais en arabe. Ce sont très probablement des effets personnels qui ont été laissés là par les migrants avant de poursuivre leur traversée. Et ce n'est pas la seule faille du mur. Un peu plus loin, nous croisons d'autres migrants. Cette fois, ils arrivent par dizaines. Nous allons à leur rencontre avec ce membre d'une association humanitaire. Les migrants viennent de franchir la frontière sans s'en rendre compte. Dites-moi, comment on peut aller en Hongrie? Mais vous êtes en Hongrie. Ah ok. Comment ont-ils pu traverser si facilement? La réponse se trouve sur ce chemin de fer. Le train passe ici de temps en temps. Alors les barbelés s'arrêtent, juste à la frontière, délimitée par cette pierre blanche. C'est par là que vient d'arriver cette famille. Elle fuit la guerre en Syrie. On a longé le chemin de fer et nous voilà en Hongrie. Mais on veut aller en Allemagne. Comme eux, des milliers de personnes passent la frontière ici chaque jour. Pour les opposants au mur, c'est bien la preuve que cela n'est pas la bonne solution. Pour moi, c'est juste de l'argent gaspillé. Vous y croyez, vous? La police est là, les migrants à côté, et s'ils font une pause, c'est qu'ils sont fatigués, pas parce que la police les arrête. 300 mètres après la frontière, les policiers distribuent même de l'eau et un peu de nourriture. Bien loin de la fermeté affichée. Car ici, tout le monde sait que peu de migrants resteront dans le pays. Après quelques jours dans un centre, la plupart repartiront pour l'Autriche ou l'Allemagne. Mais le gouvernement hongrois n'en a pas fini avec son projet d'une frontière hermétique. Ces policiers nous le confirment. Nous filmons à leur insu. Hello, sir. Bonjour. À quoi sert ce mur s'il y a autant de passages? Là, vous ne voyez que la première ligne. Mais il va y en avoir une deuxième. Et elle sera plus haute avec plus de policiers, plus de soldats. Et là, ça deviendra vraiment impossible pour les migrants de passer en Hongrie. Les travaux se poursuivent. Le résultat final est même déjà visible par endroits. Le mur atteindra 4 mètres de haut. Il semble cette fois infranchissable. Alors, quelle solution face à cette crise? Nous avons voulu savoir ce soir quelles étaient les positions des principaux partis politiques français. Guillaume Darey. Face à l'afflux des migrants, il y a les radicaux dans les partis politiques. Pour Marine Le Pen, le droit d'asile serait une filière d'immigration déguisée. Elle souhaite le réduire de façon drastique. Sa solution, c'est l'immigration zéro. Mon objectif est clair. Arrêter l'immigration légale et clandestine. Oh oui, nous comprenons l'intérêt de venir en France comme demandeur d'asile. Vous y bénéficiez des règles ultra favorables imposées par les directives européennes et acceptées par les partis au pouvoir depuis des années. À l'exact opposé, les Verts sont favorables à l'accueil pour tous.
Nous sommes un pays extrêmement riche, qui a des capacités d'accueil extrêmement fortes. Donnons simplement le message que nous accueillons tout le monde et que nous pouvons leur donner des droits. Et ce sont des gens qui n'ont pas le choix de toute façon. Mais la position des autres responsables politiques est plus nuancée. Le PS et le gouvernement répondent oui au droit d'asile politique, mais au sens le plus strict du terme. Nous voulons organiser dans de bonnes conditions l'accueil pour les demandeurs d'asile. En revanche, ceux qui n'ont pas le droit à l'asile doivent être reconduits à la frontière. François Hollande et Angela Merkel demandent, eux, un système unifié de droit d'asile au niveau européen. Pour Nicolas Sarkozy, la solution, c'est aussi l'Europe et une véritable politique d'immigration. Mais pour la droite, la priorité, c'est d'envoyer un signal, celui de la dissuasion. Schengen ne fonctionne pas. Il n'y a pas de contrôle à la frontière turco-grecque, par exemple, on le voit aujourd'hui. Il faut donc doter Schengen des moyens de le faire. Ça implique un budget, ça implique un corps de garde-côte, un corps de garde-frontière. À droite, Nathalie Kosciusko-Morizet se distingue et a rappelé son attachement au droit d'asile. Face à l'ampleur du problème, les Républicains ont bien du mal à trouver une position commune, notamment devant la pression du Front National. En France encore, cette bonne nouvelle, la natalité reste stable et dynamique. Un peu plus de 818 000 bébés sont nés sur le territoire cette année. C'est ce que révèle l'INSEE ce matin. L'œil du 20h et on revient sur le fameux travail du dimanche. Vous le savez, il a été étendu par la loi Macron. 12 zones touristiques internationales vont voir le jour à Paris, par exemple, où les commerces pourront ouvrir tous les dimanches et tous les soirs jusqu'à minuit. Comment ces zones ont-elles été délimitées dans la capitale? Les grands magasins auraient-ils pesé dans la balance? L'œil du 20h avec Hélène Lamtrong et Mathias Second. Dans certains magasins parisiens, ils viennent du monde entier pour consommer. Australia, China, Los Angeles. Et pour qu'ils dépensent toujours plus, le gouvernement a un projet. Dans ces quartiers en rose sur la carte, les boutiques pourront ouvrir 7 jours sur 7 et jusqu'à minuit. Un tracé, vous allez le voir, qui pose bien des questions. Pour délimiter ces zones touristiques internationales, Emmanuel Macron a retenu 3 critères. Le premier, c'est le rayonnement international. Autrement dit, la proximité avec un monument célèbre. Ensuite, l'affluence exceptionnelle de touristes étrangers. Enfin, troisième critère, c'est l'importance des achats. Les Champs-Élysées, Montmartre ou les grands magasins. Ces 3 quartiers sont connus dans le monde entier. Pas étonnant qu'ils fassent partie des zones retenues par Bercy. Plus surprenant, le tracé de cette zone en vert. Si elle fait un coude, ce n'est pas pour englober un monument historique, mais un centre commercial, Italie 2. Et les milliers de touristes censés faire du shopping ici, eh bien, on ne les a pas trouvés. Est-ce que vous êtes touriste? Non, pas du tout. Non, du tout. Pas du tout, on habite le quartier. La direction du centre revendique pourtant 20% de clients étrangers, mais ne donne aucun chiffre sur ce qu'ils dépensent. Bercy a également choisi la zone de Beaugrenelle dans l'ouest parisien. Et là encore... On n'est pas touriste. Ici aussi, on annonce 20% de clients étrangers. Mais combien dépensent-ils? Mystère. Pour la mairie de Paris, c'est clair. Bercy a délimité des zones touristiques pour ouvrir un maximum de magasins le dimanche. Et la surprise, c'est de découvrir là une carte avec 12 zones, avec des endroits qui ne sont pas fréquentés par les touristes, avec des zones très éloignées des sites d'intérêt touristique et qui sont en fait globalement la carte des centres commerciaux et des grands centres commerciaux parisiens. Et la mairie de Paris brandit une autre carte. En jaune, les quartiers les plus fréquentés par les touristes. Italie 2 et Beaugrenelle en sont bien éloignés. Alors, grâce à ces zones touristiques internationales, Emmanuel Macron veut-il multiplier les ouvertures de magasins le dimanche? Si j'avais été un amoureux de la zone commerciale et que j'avais, par ce truchement, cherché à les ouvrir, je n'aurais pas pris ce tracé. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des centres commerciaux aussi dans une partie de ces tracés qu'il faut y voir une forme de main cachée. Mais combien les touristes dépensent-ils dans ces zones? Bercy ne nous donnera aucun chiffre. Secret des affaires oblige. Seule certitude, certains sortent gagnants de ce découpage. La Fnac, par exemple. Tous ces magasins parisiens sont situés dans ces zones. Un plus pour l'enseigne, les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Dès l'annonce du tracé, l'action Fnac a grimpé de 3%. Le service de presse de la Fnac n'a souhaité faire aucun commentaire tant que le tracé de ces zones n'est pas définitif. Et à Bercy, on est formel. Dans ce tracé, il ne faut voir aucun favoritisme.
La bonne santé retrouvée du marché automobile français, elle s'est encore confirmée le mois dernier. Regardez, les ventes de voitures neuves ont fait un bond de 10% avec une percée notamment de PSA qui annonce d'ailleurs 750 emplois créés à Mulhouse. Et à ce propos, après les taxis, un autre secteur est en plein bouleversement suite à la révolution numérique, celui du permis de conduire. Les prix s'effondrent, 7 à 900 euros, c'est 2 à 3 fois moins qu'avant. Voici pourquoi, enquête Johan Rolla, Mathias Barois. C'est une révolution discrète. Salut, ça va bien? Ça va et toi? T'as passé un week-end? Ouais, ça va. Un cours de conduite qui commence sur un parking à Nantes. À l'intérieur de cette voiture école, hyper important d'être en vision directe. Maintenant, bref. Un moniteur diplômé et une candidate au permis de conduire. De bien regarder avec les yeux et pas avec les accessoires. C'est là où tu vas pouvoir l'apprentissage est on ne peut plus normal, mais son prix défie toute concurrence. Et on pousse bien pour passer la 3. Je paye 34,90 € mon heure de conduite. En plus, je peux payer directement en ligne, donc c'est très pratique et je ne dois pas en payer un certain nombre. Enfin, j'ai aucune obligation de 30 heures, 25 heures. Donc ça, c'est vraiment chouette comparé à quand j'étais en auto-école. Avant, je payais 45 € l'heure de conduite. Tu vois, la recette. Et là, tu peux aussi regarder le comportement des autres voitures. Deuxième. Ce moniteur n'est ni salarié ni même patron d'auto-école. C'est un travailleur indépendant qui a acheté sa propre voiture d'apprentissage. C'est un 2 roues derrière. Et pour lui aussi, c'est plutôt rentable. Toute ma rémunération se fait sur la location du véhicule à double commande. Et en fait, je propose mon accompagnement à titre gracieux, ce qui me permet de dégager un revenu en tout cas plus important que si j'avais été salarié. Moi, en tant qu'indépendant, du coup, au lieu de gagner à peu près 1 200 €, je touche à peu près 2 000 € net par mois, donc toute charge déduite. Le secret de ce permis beaucoup moins cher, c'est cette plateforme de réservation en ligne qui met directement en relation des clients et des professionnels. De la même manière qu'Uber, le système qui fait aujourd'hui concurrence au taxi. Jusqu'à présent, il fallait passer par une auto-école, en moyenne 50 € l'heure de conduite. Désormais, sur ce site internet, c'est 35 € de l'heure, 30% moins cher. On supprime le cas d'auto-école, qu'on connaît tous, donc, qui sert aujourd'hui à quoi en fait? À réserver des heures de conduite, à payer des heures de conduite, à s'entraîner au code de la route. Aujourd'hui, on peut faire tout ça en ligne. En France, en moyenne, les permis de conduire, c'est 1 600 € pour un candidat. Et nous, notre ambition, c'est d'essayer de diviser par 2 ce prix du permis de conduire. Ce permis à bas coût, c'est devenu le nouveau filon que de nombreuses startups cherchent à exploiter. À Paris, ce moniteur vient chercher ses élèves directement devant leur porte. Du sur-mesure très flexible, 7h, 22h. Et pour cet élève, les prix sont imbattables, 42 € de l'heure. C'était quand même relativement avantageux. Là, j'ai payé 900 € mon permis. Je pense que dans une auto-école classique, c'est quand même au-dessus des 1 000 €. Donc j'ai fait des économies. Si elle propose des tarifs aussi compétitifs, c'est que cette auto-école de 30 salariés occupe seulement ce petit local, quelques mètres carrés. Car ici aussi, tout passe par Internet. Chez nous, ce n'est pas une secrétaire qui gère le planning des enseignants et des élèves, c'est l'élève qui va directement gérer le planning, enfin réserver ses cours auprès de l'enseignant, et l'enseignant gère lui-même son planning en ligne, ça lui donne beaucoup de flexibilité. Pour survivre, les auto-écoles classiques doivent donc trouver la parade. Et cette parade, ce sont les offres promotionnelles. Des forfaits d'heures de conduite à prix cassé qui, ces derniers mois, se sont multipliés sur ce site. Ce patron propose 20 heures de conduite pour moins de 1 000 €, moins rentable que ses prix habituels, mais il y trouve son compte. Ça me coûte moins cher en faisant cette publicité-là, ça me coûte beaucoup moins cher que d'aller communiquer sur ce qu'on appelle des institutionnels ou d'aller prendre des encarts dans des journaux ou des choses comme ça. En France, 11 000 auto-écoles vont devoir s'adapter à cette nouvelle concurrence venue d'Internet. Une concurrence qui devrait tirer les prix vers le bas, mais aussi entraîner des dizaines de fermetures. Direction la Californie maintenant, avec les interrogations sur l'avenir de cet État le plus peuplé des États-Unis. Pourquoi ? Parce que la sécheresse y sévit pour la 4e année consécutive. La vie n'est plus la même, les restrictions sont quotidiennes et voici la méthode américaine pour les faire respecter. Ce ne sont pas les policiers, ce ne sont pas les employés municipaux, ce sont les habitants eux-mêmes qui traquent les contrevenants, ceux qui gaspillent l'eau. Reportage Jacques Cardoz, Régis Massini. De l'eau qui arrose un trottoir, une canalisation percée, un arroseur cassé. Ces vidéos ont été publiées sur Internet par des Californiens en colère.
Tout cela porte un nom, le drought shaming, pour sécheresse et honte. Car le drought shaming consiste bien à humilier quelqu'un en publiant ses agissements dans un contexte de raréfaction de l'eau. Et nous allons en être témoins. Alors que l'arrosage des pelouses est interdit aujourd'hui, Chris, un dénonciateur, va piéger cet homme que vous voyez. Il le filme. Plus tard, il postera la vidéo pour la rendre publique. Ce qu'il veut, c'est que les comportements changent. Et ça marche. Dans ce même quartier, Chris pense que le propriétaire a retiré sa pelouse de son jardin par peur d'une dénonciation. Vous n'hésitez pas à humilier les gens quand même. Pas forcément à chaque fois que je vois une belle pelouse. Mais dans certaines circonstances, par exemple, quand il y a un gâchis évident avec de l'eau qui se déverse dans la rue, alors là, oui, bien sûr, et je suis même content d'avoir fait cet effort. Mais c'est la nuit que les gâchis sont les plus ridicules. Cette résidence programme son arrosage automatique pendant 30 minutes au moins, contre 8 minutes autorisées. L'eau devrait être absorbée par la terre et ne jamais s'écouler. C'est bien loin d'être le cas. Ça ne profite à personne, ça n'a aucun intérêt. Cette eau n'est pas utilisée pour rendre les gens heureux, comme dans un parc aquatique, pour une douche ou faire pousser des légumes. Non, c'est juste pour un petit morceau de pelouse. Tony commande ses vidéos avant de les publier sur les réseaux sociaux. Il traque toutes les bonnes situations. Et voici un nouveau type de plante invisible. Tony veut humilier les plus puissants, les moins exemplaires, notamment les centres commerciaux. Certaines communes n'hésitent plus à punir. À Sacramento, une police de l'eau tourne toutes les nuits dès 5 h du matin. Dès les premières gouttes d'eau, on dresse une contravention qui peut aller jusqu'à 200 €. Récemment, la propriété de Tom Selleck a fait l'objet d'une dénonciation. L'acteur a dû payer 20 000 € à la ville pour éviter les poursuites. Cette guerre de l'eau en Californie est aussi une forme de lutte des classes. Regardez d'un côté une pelouse jaunie de fin d'été et de l'autre, juste à côté, une pelouse bien verte, celle d'un propriétaire qui se fiche sans doute pas mal d'avoir à payer quelques centaines d'euros d'amende. Et nous allons être témoins d'une grande tension dans le voisinage à cause des restrictions en eau. Vous ne craignez pas de recevoir une amende aujourd'hui? Non, pas vraiment. J'utilise pas tant d'eau que ça. Seulement 2 fois par semaine. Irritée par ce qu'elle entend, la voisine sort de chez elle. Elle l'accuse de dépenser sans compter. Oh, ça suffit. Vous savez très bien que vous arrosez 3 fois par semaine et vous le faites même quand ça vous chante. Oh, dis donc toi, t'as pas nettoyé ta voiture lundi dernier? Une tension révélatrice des prises de conscience, mais aussi du chemin qu'il reste à parcourir. Et pour tous ceux qui n'ont pas les idées très claires sur le dérèglement climatique, un moment de vérité. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous allez tout nous montrer, tout nous expliquer grâce à notre studio virtuel. On commence avec une question très simple. Ce réchauffement, le réchauffement est-il incontestable? Oui, David, il est vraiment incontestable. Regardez, ce trait que je dessine ici, on va dire que c'est un repère, c'est la température moyenne mondiale au XXe siècle. Maintenant, je vous propose en fait de reproduire, de reconstituer les températures depuis 1880 dans le monde, année par année. Eh bien, on voit ici que dans les années jusqu'en 1940, ici en bleu, on est en dessous de la moyenne, il fait plutôt frais. Ensuite, eh bien, jusqu'en 1980, ça hésite un peu, c'est une période intermédiaire. Mais depuis 1980, le réchauffement, il est bien là. Il est là, ici en rouge, on est largement au-dessus de la moyenne et ça s'amplifie. Regardez, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées sont toutes ici, dans les années 2000. 2015 d'ailleurs est bien parti pour battre le record de chaleur de 2014. Nous avons déjà gagné 1 degré par rapport à la moyenne du XXe siècle. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas non plus eu de pause, on le voit ici, dans le réchauffement de la planète ces 15 dernières années. Mais a-t-on déjà eu dans le passé des variations de température aussi importantes? Oui, il y en a eu et elles s'expliquent notamment par l'astronomie. On le voit ici, la Terre ne tourne pas toujours de la même manière autour du Soleil. Donc son orbite varie, son axe de rotation aussi, elle est plus ou moins éloignée du Soleil, donc elle va recevoir plus ou moins de chaleur. L'activité du Soleil également varie dans le temps, donc en fait, il chauffe plus ou moins fort selon les époques. Donc, résultat, sur le dernier million d'années, eh bien, il faut savoir que la Terre a connu de grands bouleversements
changement climatique. Pour schématiser, David, ce sont des cycles de 100 000 ans environ qui reviennent régulièrement. 20 000 ans de période chaude, nous sommes actuellement dans l'une de ces périodes chaudes, puis 80 000 ans de période froide qu'on appelle une glaciation. Et vous allez voir, David, le monde avec 5 degrés de moins est très très différent. Regardez. L'Europe sous la glace. Il y a 20 000 ans, les îles britanniques et tout le nord du continent sont recouverts par une calotte glaciaire de 2 km d'épaisseur. Cette gigantesque quantité d'eau gelée provient en partie des océans. Leur niveau était 120 mètres plus bas. Évidemment, aujourd'hui, quand on se balade en haut de ces falaises normandes, on a du mal à l'imaginer. La Manche, en face, semble immuable. Et pour rejoindre l'Angleterre, il faut traverser 115 km de mer. Mais il y a 20 000 ans, la Manche n'existait pas. La mer s'était retirée loin, très loin, en fait 450 km plus à l'ouest. Les hommes pouvaient alors rejoindre l'Angleterre à pied. À l'époque, le paysage typique des campagnes françaises était très différent. Pas de prairies vertes ni de forêts. À la place, une grande étendue de toundra sibérienne battue par les vents, recouverte de mousse, de lichen et de marécages. Pour se nourrir, nos ancêtres chassaient les mammouths, les rhinocéros laineux, les rennes. Il faudra attendre 10 000 ans de plus pour que la température remonte enfin, permettant l'essor de l'agriculture et de la civilisation. Donc, on comprend qu'il y a déjà eu de fortes variations de température. Pourquoi, cette fois-ci, ce réchauffement-là est-il différent? Alors, David, parce qu'il est très rapide, 1000 fois plus rapide que les cycles naturels, ce qui, en fait, pointe du doigt la responsabilité de l'homme. Et cette responsabilité, elle remonte, en fait, à la révolution industrielle. Vous savez, les usines, les voitures, les avions, l'agriculture que nous avons symbolisée ici, eh bien, tout cela s'est développé grâce à l'énergie bon marché, c'est-à-dire grâce au pétrole et au charbon. Problème, cela émet beaucoup de gaz à effet de serre, dont le fameux dioxyde de carbone, le CO2 ou encore le méthane. Et il faut savoir en fait que depuis la fin du 19e siècle, leur concentration dans l'air a vraiment explosé. Mais justement, Nicolas, qu'est-ce que ce fameux effet de serre qui engendre le réchauffement d'après la communauté scientifique? Alors c'est très simple. Quand la chaleur du soleil touche le sol, eh bien celui-ci évidemment se réchauffe. Mais il restitue aussi une partie de cette chaleur dans l'air. Au-dessus, dans l'atmosphère, vous avez ces fameux gaz à effet de serre qu'on voit ici, voilà, qui vont agir comme un couvercle. Ils vont stocker cette chaleur, mais ils vont aussi en renvoyer une partie vers le bas. Donc c'est un jeu de ping-pong qui, au final, réchauffe la planète. Heureusement, parce que sans cela, eh bien, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Mais quand il y a trop de gaz à effet de serre, eh bien, le mécanisme s'emballe. Et le souci, c'est que l'humanité en a déjà rejeté assez pour modifier le climat des prochains millénaires. Donc, si on ne veut pas tout dérégler, David, et si on veut éviter de très gros problèmes, une seule solution, il faut rapidement en produire de moins en moins. Et tout se joue dans les 20 prochaines années. Merci Nicolas. On vous retrouvera régulièrement pour bien comprendre les enjeux de la COP21, la conférence de Paris sur le climat qui va démarrer à la fin du mois de novembre. Merci à vous. Le dossier de cette édition. Regardez cette image. En cette fin de vacances, vous les avez peut-être fréquentés, les restaurants traditionnels. Table en bois, plat du jour sur tableau noir. Ils attirent toujours beaucoup de monde, mais un décor typique et une carte à la bonne franquette sont-ils la garantie de manger des plats vraiment mitonnés en cuisine? Comment savoir si le confit de canard est fait maison ou industriel? Dossier réalisé par Alexia Maillère, Ambroise Boulais et Benoît Jourdain. Soupe à l'oignon gratiné, escargot beurre à l'ail, bouillabaisse, des plats traditionnels français servis dans des restaurants typiques. Une cuisine rétro, dégustée dans des lieux touristiques partout en France et sur les cartes, des prix qui attirent les gourmands. Mais dans ces restaurants, les clients mangent parfois en boîte ou sous vide, sans le savoir ou presque. Je pense que c'est frais. Oui, je pense que c'est frais. Parce que ça a un goût différent. Ça ne semble pas sortir du congélateur. Je pense que tout n'est pas vrai. Surtout du congelé ou du frais. C'est voler les gens sur la marchandise parce que ils nous la vendent comme s'ils l'avaient faite et puis en fin de compte ils ont juste sorti la boîte, quoi. Alors comment savoir si vous mangez des plats mitonnés sur place ou déjà préparés? D'où viennent ces produits que vous mangez? Le client est-il floué? Nous sommes allés en caméra cachée dans une rue touristique de Paris. Ici, des dizaines de restaurants, tous affichent des menus du terroir allant de 15 à 25 €.
Nous nous attablons. Un serveur nous propose de nous faire goûter la soupe à l'oignon à 7 €. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà... Oui, en même temps, vous la faites réchauffer. Tous les matins? Chaque matin, on prépare Ah ouais? Ouais. Là, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va mettre du pain et du fromage. Donc, on va la faire gratuit. Le serveur nous assure que cette soupe est faite maison, puis se laisse aller à quelques confidences. Il y a des restaurants qui achètent tout prêt, ils n'ont même pas des chefs, des bons chefs. Chauffer un micro-ondes et on voit, et des touristes, ils réclament pas des touristes. Pour le vérifier, nous allons à la rencontre des autres professionnels de la rue. Tous nous rassurent sur la qualité de leur cuisine. Maison aussi ou pas? Maison, tout à fait maison. Ouais. Les seules choses qu'il y a congelées, c'est les frites. Les frites. Mademoiselle, vous allez pas me dire que vous prenez un bœuf bourguignon et le fait en boîte. Non, c'est facile. Officiellement, tout est préparé sur place à partir de produits frais. Sur leur menu, soupe de légumes, confit de canard, escargot ou cuisses de grenouille. Nous décidons de revenir au petit matin, dans cette même rue, pour inspecter les poubelles de ces restaurants. À l'intérieur, aucune épluchure, mais nous découvrons ces emballages de plats industriels. Cuisses de grenouille sous plastique, à côté d'une boîte de blocs de foie gras. Des champignons en conserve, de la soupe de légumes en briques et un tiramisu. Mais d'où viennent ces produits préparés? Pour réduire les équipements, limiter le personnel, les restaurateurs font appel à des grossistes. Nous nous rendons en caméra cachée chez l'un d'entre eux. Au détour des rayons, nous reconnaissons certains emballages retrouvés dans les poubelles. Confit de canard, cassoulet en boîte ou coquilles vides d'escargot. Leur gamme de plats régionaux préparés est infinie. Puis un restaurateur s'approche d'une boîte de confit de canard. Moi, je prends toujours ça. Et sur la carte, on met quoi du coup? Confit de canard. On n'a pas à dire que... De toute façon, c'est maison, c'est pas du surgelé, c'est pas... On mettait juste confit de canard. Voilà. C'est pas tout à fait maison, quoi. Oui, vous avez les gens qui ne voyaient rien du tout. Les clients n'y verraient que du feu. Un art du camouflage qui embrouille le consommateur. Si le restaurateur fait figurer le label fait maison, il faut que les produits cuisinés soient bruts et non transformés. Pourtant, 80% des restaurateurs ont recours à des préparations industrielles. Pourquoi les restaurateurs ont recours à ces plats préparés? Est-ce une question d'argent? Nous nous rendons à Marseille, dans un établissement qui assure cuisiner une bouillabaisse maison. Pierre Psaltis, critique gastronomique, nous accompagne. Vous ne pouvez pas servir du poisson frais de la pêche du jour dans des formules à 15 €, entrée, plat, dessert, kir offert. Donc le poisson, il vient bien de quelque part. Du congélateur. Pour preuve, il nous montre son assiette. Au bout de quelques minutes, la soupe se décante et change de consistance. Tout ça, c'est de l'eau et de l'huile. Il n'y a rien. Et vous voyez la matière qui est au fond, qui se dépose? Alors comment faire la différence dans son assiette? Nous sommes allés rencontrer dans sa cuisine un chef étoilé, Éric Sampietro, spécialiste du confit de canard. Devant nous, pour la première fois, il va cuisiner un confit en boîte. On a peur un peu de l'émietter et de casser la cuisse en fait. Le problème il est là, donc il faut y aller délicatement. L'avantage, c'est que la cuisse est déjà prête. Pour sa recette faite maison, Éric Sampietro a besoin, lui, de 3 heures de cuisson. En boîte, c'est 15 minutes. Et ce n'est pas la seule différence. À gauche, le confit préparé par le chef. À droite, la boîte. C'est tout mou, c'est bon voilà, moi je trouve que c'est pas appétissant. La chair a l'air très dure. Je pense que si je secoue un peu, j'ai tout qui va tomber. C'est une chair en miettes, pour moi c'est gras, ça, je vois ça. Moi, je ne le mange pas. Pas d'ambiguïté quant au goût. Et quant au prix, ce chef nous assure qu'il n'est pas plus cher que le confit de canard en boîte. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi, la météo
Contrasté de Philippe Verdier, puis Secret d'histoire avec Stéphane Bern. Vous saurez tout ce soir sur Louis XIV. On se quitte avec les émotions du retour à l'école. School chantait Supertramp. Ici à Longeville en Vendée, c'est la classe unique. 18 élèves, 5 niveaux, une seule maîtresse qui est aussi directrice. Bonne année scolaire à eux et à tous les autres. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.